à Comme un livre ouvert, le balado qui accueille 25 des plus belles plumes au Québec à se livrer d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui en est rendu à son 7e épisode. Et pour l'occasion, j'ai invité une personne qui correspond parfaitement à la définition d'artiste multidisciplinaire avec une pratique en écriture, en performance, en traduction et bien plus encore. Kamala Makarel, bonjour! Bonjour, merci de Ça fait m'accueillir. plaisir. Comment ça va? Bah, aussi bien que ça puisse aller, par ces temps pandémiques, Ouais, parce dans qu'il faut cet dire hiver aux rude. personnes qui nous écoutent, on est à la fin janvier, donc on est bientôt dans une transition vers un allègement, mais c'est pas encore ça. Voilà. J'ai envie d'expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent que pendant des années, j'ai entendu ton nom circuler dans le milieu littéraire, mais artistique en général, avec beaucoup, beaucoup de bons mots. Éventuellement, je t'ai lu, je t'ai rencontré, je t'ai invité à un événement en novembre qui est un cabaret littéraire LGBTQ+, qui s'appelle Accent Queer. C'était la 2e édition. Puis honnêtement, je suis convaincu que toutes les personnes dans la salle se rappellent de toi. Oh. Et l'un des spectateurs m'avait même dit je pourrais regarder et écouter Kama pendant des heures, tellement c'est fascinant à voir. Fait que j'ai envie de débuter en te demandant à quoi tu es connecté quand tu livres tes mots à un micro devant public? Ben, je pense forcément que la réponse à cette question a changé au cours des années. Ça fait quand même des années maintenant, une bonne dizaine d'années que je fais la performance, surtout du spoken word. Ouais. Et je pense que c'est une réponse qui a changé au fil des années. Donc, je vais répondre et qui va sans doute changer aussi à l'avenir. Mais dans le moment présent, en 2022, je dirais que pour moi, il y a une relation à la terre. Et pour moi, c'est avant tout une pratique spirituelle. Mm. La performance, pour moi, c'est une manière de se rencontrer, même au-delà des mots, de la thématique des mots. C'est de pouvoir communiquer euh, euh, quelque chose, une forme de savoir qui ne s'articule pas nécessairement dans les modes traditionnels de savoir, si tu veux. Dirais-tu aussi communiquer une forme d'énergie? Ouais, c'est tout à fait ça. Et pour moi, tu sais, je me connecte beaucoup à. Il y a ma relation au corps, ma relation à mes poumons, ma relation à mon cœur et celui du territoire. Donc pour moi, avant une performance, c'est toujours important de m'ancrer, c'est de sentir vraiment la terre sous mes pieds et cette force tu sais, qui me soutient. Je vais faire une petite parenthèse, c'est que moi, j'ai été formé en danse classique indienne, en Kathak. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la danse classique indienne, contrairement au ballet, disons, où tu donnes toujours l'illusion de voler, Mm. dans la danse classique indienne, tu es ancré dans le territoire, tu es ancré dans la terre, donc tu frappes dans la terre. Donc, Ouais. pour moi, il y a d'abord cette énergie qui vient de la terre, qui vient de la gravité, qui vient du territoire. Et ensuite, pour moi, c'est une pratique spirituelle, en fait. C'est vraiment comment est-ce que ma voix et mon corps peuvent faire voyager Mhm. et que peuvent voyager à travers un espace et toucher des cœurs dans l'idéal, toucher d'autres personnes. Mais tu disais que ta réponse actuellement n'est pas nécessairement la même qu'il y a quelques années. Te Mhm. souviens-tu à quoi tu te connectais avant qui était différent? Un des aspects qui a toujours été présent pour moi, c'était l'aspect du témoignage. J'ai toujours vu la performance comme un espace sacré où, disons, si c'est moi qui fais la performance, je partage quelque chose et que l'autre personne, même s'il y a une seule personne dans la salle, et que cette personne est témoin de mon récit. Donc j'y ai toujours réfléchi comme un moyen de témoignage. Et pour moi, je pense que dans l'acte du témoignage, quand une personne m'offre un récit, parce que pour moi c'est une offrande, Mm. c'est quelque chose que je respecte beaucoup, et que si je décide de tenir, d'accepter et de tenir ce récit, pour moi c'est un pouvoir transformateur. Ça peut me transformer moi en tant que personne qui reçoit le récit, et ça transforme la personne qui offre le récit. Mhm. Donc il y a toujours eu cette partie pour moi de witnessing, tu sais, d'être témoin du récit. Je pense que dans la manière dont je comprends comment est-ce que je communique cela, je pense que c'est ça qui a changé. Ouais. Tu sais, au début, je dirais par exemple, j'étais beaucoup plus axé sur la poétique elle-même et sur l'histoire que je racontais. Ouais. Alors que maintenant, je me concentre moins sur l'histoire que je raconte et beaucoup plus sur là où j'en suis émotionnellement et spirituellement dans ce moment, et comment est-ce que je le livre.
Tes réponses me font penser à un événement que j'ai vécu il y a quelques années au Salon du livre de l'Estrie. J'avais été invité à une soirée spéciale de littérature et autres niaiseries, qui est une soirée Mhm. littéraire récurrente, Oui. même en dehors du Salon du livre. Puis parmi toutes les plumes qui avaient été invitées, il y avait Joséphine Bacon. Et c'est un petit bout de femme qui devient immense Mhm. dès qu'elle ouvre la bouche. Et je me rappelle qu'il y avait deux autrices qui étaient allées la voir en lui demandant mais à quoi elle se connaît, qu'est-ce qui l'habite. Puis j'avais. Moi, je la voyais aller, puis j'étais comme, elle est connectée à plus grand qu'elle, tout Mhm. simplement. Puis ça fait Mhm. très longtemps, je pense, qu'elle entretient ça. Mhm. Est-ce que ça s'apprend d'arriver à se connecter à cette dimension plus grande que soi? Je dirais que oui. C'est sûr que ça se cultive. Pour moi, c'est quelque chose que je cultive dans le quotidien. Je suis une personne très spirituelle, Ouais, très ancrée dans la spiritualité, ouais. tu sais, qui vient d'un côté de l'hindouisme, chez ma mère en particulier, et aussi du bouddhisme. Tu sais, j'ai une pratique bouddhiste depuis 2007. J'ai fait mon premier Vipassana alors que je vivais en Inde Donc 15 ans? en 2007. C'est maintenant que je réalise, oh, ça fait beaucoup de temps. Ouais. Et ensuite, il y a toutes les pratiques ancestrales pour moi dans ma culture indo-africaine par rapport à... tu sais, ma pratique est très ancrée dans la guérison ancestrale. Donc, à l'intersection de tout cela, pour moi, oui, tu sais, il y a... C'est ça, c'est que j'ai l'impression que quand on me voit sur scène, on voit le moment où je suis sur scène. Mhm, Mais tu sais, il y a toute une pratique de corps et d'esprit. Tu sais, je suis une personne, je m'assois et je fais de la méditation tous les jours. Là. Tu mhm. sais, j'ai fait de rituels de nouvelle lune, des rituels de pleine lune. Tu sais, c'est dans le privé, et il y a cette partie. Oui, je cultive cela à la fois dans l'esprit et dans le corps. Tu sais, l'exemple, par exemple, quand en 2020, bon, finalement, j'ai jamais présenté cette performance à cause de la pandémie, mais j'étais censé présenter mon solo interdisciplinaire Hommes-Femmes, Ouais. justement, au mai, au Montréal Art Interculturel, en mars 2020. Et ce qui est intéressant, tu sais, c'est 90 minutes en solo. Je suis seul sur scène à faire de la danse, du spoken word, à être dans mon corps, à bouger. Je ne quitte pas la scène pendant 90 minutes. Et je me rappelle, 2 ans avant, moi qui n'ai jamais fait de sport, j'ai fait de la danse, mais franchement, je n'ai jamais mis les pieds dans un gym de toute ma vie, je rigole pas. Et 2 ans avant, au printemps, je commence à courir. Pour la première fois de ma vie, je suis genre, il faudrait, tu sais, et là, je me dis, mais si je vais être 90 minutes sur Faut que tu scène, sois en forme. il faut que je travaille ma cardio Oui. minimalement. Tu sais, et c'est là où j'ai commencé à courir. Donc, quelque part, pour moi, oui, c'est une préparation du corps et c'est aussi tu sais, donc je fais maintenant attention à comment est-ce que je traite mon corps parce que mon corps est mon véhicule, Mhm. il est mon Ton matériel, instrument. exactement. Donc, je fais attention à ça et ensuite, pour moi, il y a aussi la pratique spirituelle dans le sens de la présence d'un côté, Ouais, la qualité de la présence, ouais. et de l'autre, tu sais, c'est vraiment une pratique d'humilité pour moi. J'ai une relation, une grosse relation au ciel. Je pense que ma relation au ciel s'est transférée. C'était ma relation à l'océan quand j'étais à l'île Maurice. Et maintenant, ben, étant donné que je suis à Montréal, donc j'ai une relation au ciel. Et ça, même courir m'aide beaucoup parce que quand je cours, je regarde beaucoup le ciel. Ouais. Et pour moi, il y a quelque chose dans la méditation, même dans la course, pour moi, c'est un moment de méditation où je réalise à quel point tu sais, je suis une petite chose minime là, tu sais, dans l'immensité de l'univers, dans Mhm. l'immensité de tout ce qui existe. Je suis tellement minuscule, mais en même temps, je sais que je suis connecté à cette Ouais. immensité. Je C'est- pense que c'est... Moi, j'ai commencé beaucoup plus tard que toi, la pratique qu'on peut associer au spoken word. Je pense que c'est en 2017-2018. Puis l'expérience la plus marquante à mes débuts, c'était durant le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, dans une petite ville qui s'appelle Lassar. On était invités à un micro ouvert. Puis c'était rien d'officiel, là. C'est juste, venez, et si vous avez envie de livrer un texte, pourquoi pas. Fait que je suis allé voir les artistes. Je suis allé voir à quoi ressemblait la foule, qu'est-ce qu'elle était prête à recevoir. Puis j'avais lu un texte qui avait fait rire, qui avait ému les gens. Puis même le silence était palpable. Mhm. Puis en bon québécois, j'ai tellement pogné de quoi que je me suis dit, il faut que j'organise des occasions de revivre ça. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé Accent Queer et avant Mhm. ça, un cabaret en Abitibi-Témiscamingue. Et je compare ce sentiment-là, même si ça semble négatif, à une drogue. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui trouve que c'est addictif, cette connexion, soit avec la terre,
quand tu es sur scène et à ta spiritualité ou avec les gens qui t'écoutent et te regardent? Ouais, ben, peut-être que je vais reformuler ce que tu viens de dire parce que, tu sais, pour moi, il y a quelque chose, quand tu parles de cette drogue, Ouais. par exemple, pour moi, moi, je l'appelle un appel, en fait. Pour moi, quand tu ressens ce genre de connexion, où tu es ancré à quelque chose qui est beaucoup plus énorme que toi, tu sais, où tu deviens vraiment tout juste un véhicule pour que quelque chose d'autre qui est plus grand que toi soit articulé à travers toi. Ouais. Et tu sais, avoir cette expérience et se dire je veux la refaire, pour moi, c'est recevoir un appel. Tout comme, je sais pas, certaines personnes reçoivent l'appel de devenir parent. Tu sais, où il faut que je devienne parent. J'ai envie d'avoir des enfants. Ou, tu sais, peu importe ce que c'est. On a tous et toutes sortes d'appels. Donc, pour moi, c'est d'être à l'écoute de cela. Tu sais, quand tu me partages que j'ai eu cette première expérience et je me suis dit, il faut que je crée des espaces, pas uniquement pour toi, mais aussi pour d'autres personnes. Ouais. Tu sais, pour la créer pour d'autres personnes, pour moi, c'est tu as eu un appel et tu as répondu à l'appel. Ouais. Et c'est comme ça que je le vois pour moi. Et peut-être qu'un jour, je vais plus ressentir cet appel. Tu sais, c'est tout à fait correct. Pour l'instant, tu dis encore oui à certaines invitations pour aller livrer des mots sur scène, au micro. Comment tu choisis les textes qui se prêtent bien à cet exercice-là? Ben, moi, j'écris dans l'oralité. À la base. Ouais, à la base. Ma relation à l'écriture. Et tu sais, je lis je l'entends comme un rythme, je le lis à haute voix, même quand je suis dans l'écriture. Même si c'est que mon propre rythme et je suis la seule personne à avoir ce rythme. Donc, ma relation à l'écriture, elle est déjà très ancrée à l'oralité. Donc, ce qui fait qu'il y a déjà et à la performance, c'est quelque chose que j'explore même, même maintenant sur le positionnement. Même sur la page, je réfléchis au cœur du texte qui performe sur la page. Ça aussi, ça me permet de créer des rythmes de différentes manières. Ouais. Donc, ce qui fait que pour moi, il y a déjà cette relation à la base dans l'écriture, j'ai cette relation à l'oralité. Donc, le transférer en spoken word ou en performance, ouais, c'est pas... ouais, j'ai pas l'impression que je suis... Tu sais, ouais, il y a quelque chose d'aisé, je dirais, dans ce processus, pour moi. Tu as utilisé le mot performance dans ta réponse parce que c'est une performance scénique que d'aller offrir les mots sur scène au micro. Mais je pense que dans ton cas, je me trompe pas en disant que la performance est un art en soi, est une pratique en soi. En novembre, tu as fait, entre autres, une série de performances au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Si tu avais expliqué aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi l'art de la performance et comment ça s'articule dans ta pratique à toi? Oui, ben, je pourrais uniquement parler de ma pratique parce que je pense qu'il y a différentes définitions de la performance, Ouais. tout comme il y a différentes définitions de la littérature. Ouais. Et on peut avoir plusieurs définitions. Je parlerai de ce que ça représente pour moi. Pour moi, la performance, c'est vraiment c'est le moment où mon corps, ma voix, mes gestes deviennent des outils de communication. Pour moi, la performance reste ancrée, encore une fois, dans cette posture d'humilité. Tu sais, étant artiste pluridisciplinaire, j'expose, tu sais, j'ai des expositions, je travaille dans le textile, je travaille dans j'ai différents matériaux. Je le savais même pas, ça. Tu fais tellement de choses que ça, je le savais pas. Mais pour moi, la performance, c'est ce qu'il y a de plus politique parce que je suis l'objet. C'est vraiment le moment, c'est mon corps, c'est vraiment mon corps est là. Alors que, tu sais, quand j'ai quelque chose qui est d'exposé dans une galerie, je suis pas là. C'est un autre ou objet. Un livre, t'es pas là exactement, non plus. c'est un autre matériel. Donc, pour moi, dans la performance, il y a quelque chose de très politique parce que c'est vraiment mettre ton corps qui intervient dans un espace pour changer l'esthétique, pour changer le propos de l'espace. Donc, ce qui fait que tu sais, il y a la performance scénique, mais ensuite, il y a des performances que j'ai fait au cours des années dans des espaces publics, qui pour moi sont toujours les performances. Là, c'est vraiment quand j'ai quelque chose, c'est un enjeu politique, tu sais, j'ai vraiment quelque chose à dire. Ce qui est différent aussi, tu sais, il y a ce niveau de la performance dans le sens où quand je suis sur scène ou dans une galerie d'art ou au musée pour faire une performance, la personne qui rentre dans le musée, qui vient voir ma performance, elle choisit d'être là. Ouais. Mais alors, quand tu fais des performances publiques, dans des espaces publics, pour moi, il y a aussi cette partie de l'intervention. Tu ne choisis pas ton audience, là. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas comment est-ce que tu vas en sortir. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Donc, il y a toute cette partie de la performance. Et ensuite, pour moi,
ce que je veux être comme performeur, c'est vraiment d'être tout juste, comme je dis, un véhicule. Mhm. C'est d'être tout juste que mon corps, ma voix, mes gestes, mes propos me permettent d'articuler quelque chose qui est au-delà de moi, qui est ancestral, qui est intemporel, et que ça se communique à travers ce matériel Ouais. qui est le corps. J'ai une question un peu naïve, un peu niaiseuse. Mon cerveau est capable de comprendre comment on s'initie à l'écriture, à la musique, à faire un film, à faire du cirque. Mais on dirait que je sais pas comment on s'initie à la performance. Comment on débute, comment on est appelé à ça, parce que c'est moins fréquent comme forme d'art, je crois, que l'écriture ou que le chant ou la musique. Comment on fait ses premiers pas en performance? Puis comment on se développe? Je pense encore une fois qu'il y a plusieurs réponses à cette question et que je vous donnerai ma réponse et Ouais. que tu sais, elles sont toutes valides. Pour moi, personnellement, c'est marrant. Tu sais, j'ai pas fait d'école d'art non plus, là. J'ai aucune éducation en art. Et j'ai commencé la performance parce que j'arrive à Montréal automne 2011 à peu près. Et là, je me dis, tu sais, je sais pas trop, je suis perdu forcément, je viens d'arriver, j'ai 14 jobs, tu sais, j'ai cette vie d'immigré où je suis genre, oh, qu'est-ce que je vais faire moi-même, est-ce que je reste dans cette ville ou pas, bref. Il y a tout ça qui se passe et à un certain moment, je savais que je voulais développer une pratique artistique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, tu sais, on parle de Montréal il y a 10 ans, là. Et forcément, pour moi, ce qu'on m'avait dit, j'étais dans l'Ontario avant, ce qu'on m'avait dit, c'est que Montréal a une scène radical queer qui est extraordinaire. Les queers radicaux, da, da, da. Donc moi, quand j'arrive à Montréal, je me dis, tu sais, on m'avait aussi dit, c'est la ville de la culture, etc. Ouais. Et là, je me dis, ben, il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose. Et bizarrement, c'est que quelque part, personne ne me connaissait. On ne savait pas qui j'étais. En même temps, ben, disons-le, tu sais, ces cercles radicaux queer sont quand même très incestueux. C'est vraiment qui connaît qui couche avec qui. C'est vraiment ça. Et moi, j'étais du genre, personne ne me connaissait. Et je voulais trouver une scène pour commencer à essayer de faire quelque chose. Et personne ne m'a donné une scène. Je veux dire, j'étais incapable de me trouver un espace. En même temps, c'est ça, les espaces radicaux queer étaient aussi très, très blancs. Tu sais, il y avait une forme de racisme que j'ai vécu quand j'ai essayé de les intégrer. Et là, en 2012, en même temps, je venais d'arriver au Québec. Et une des choses que j'interrogeais beaucoup, c'était ma relation en tant que personne queer et racisée dans l'espace public. Parce que, ouais, il y avait plusieurs interactions que j'avais au quotidien, dans le métro, dans les rues, dans l'espace public d'une manière générale, qui me troublaient fondamentalement, mais que j'arrivais pas nécessairement à articuler. Donc, à l'intersection de ces deux moments où je me suis dit, j'ai vraiment un gros questionnement, il faut que je comprenne la dynamique de la race et comment est-ce que j'existe dans cet espace, dans l'espace public d'un côté, et d'un autre côté, personne ne voulait me donner une scène. Mm. Et là, je me suis dit, ben, si personne ne veut me donner une scène, je vais créer ma propre scène, je vais commencer à faire de la performance publique pour interroger cette question de la race, justement parce qu'elle se passe justement dans l'espace public. Donc, c'est mes premiers pas envers la... Tu sais, c'était pas, pour moi, personnellement, c'était un choix politique avant tout. C'était, OK, ben, c'était aussi d'un côté, j'étais forcé à le faire. Mais c'est pas j'ai vu tel artiste faire de la performance et je veux suivre ses pas. T'as comme senti que c'était ça pour toi. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment quelque chose de très politique dans ce choix. Le projet s'appelle Race is a Drag, où vraiment j'interrogeais cette notion du regard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde une personne raciste? Parce que ouais, je me sentais observé tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi exactement. Ouais. Donc là, j'étais du genre, mais si je faisais un spectacle de cela, si je disais, OK, observe, parlons de ce regard. Je m'aimais là en performance, parlons de ce regard. Pourquoi est-ce que... Donc là, il y avait toutes sortes d'interactions avec l'audience, etc., pour pouvoir mieux comprendre ce regard. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, moi, personnellement. Et la relation, forcément, ça a changé au cours des années. Tu sais, j'ai introduit plus de poésie dans ma performance, etc. Mais pour moi, ça reste quelque chose de très politique, pour moi, personnellement. Puis je vais un peu surfer là-dessus parce que quelques semaines, cet automne, avant les performances au Musée des Beaux-Arts, tu m'avais expliqué que tu prenais toujours le soin de vérifier si une grande institution comme celle-là faisait de la place à une personne comme toi, de la diversité culturelle, sexuelle et de genre,
simplement pour faire un checkmark ou si on prenait soin de toi, puis on prenait soin de créer un safe space? Ma question est très naïve pour entendre ta réponse qui va être plus intéressante. Pourquoi c'est important pour toi de vérifier euh, si l'institution fait bien les choses? Mhm. Je tiens à dire, surtout pour les personnes qui écoutent, tout juste pour contextualiser aussi, c'est que quand on en parlait, toi et moi la dernière fois, et maintenant quand j'en parle, maintenant c'est quelque chose que je fais par rapport au là où j'en suis dans ma carrière et par rapport au pouvoir, disons-le, et aux privilèges que j'ai, tout juste par rapport où j'en suis dans ma carrière. Parce que Ce tu qui es fait plus établi. c'est ça, dans ce sens-là. Mais, et la raison pour laquelle je suis capable de le faire, en fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises expériences quand j'étais encore en émergence. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont encore ces mauvaises Ouais. expériences. Et c'est toujours, tu sais, c'est une espèce de balance, en fait, de savoir comment, d'un côté, tu sais, d'un côté, on a tous et toutes un loyer à payer. Je veux dire, j'en ai fait des gigs là où je suis genre, tu sais, je l'ai fait parce que ben, ça allait payer mon loyer. Là. Ensuite, j'étais misérable pendant une semaine. Si tu rentres chez toi et tu te coules dans un bain et tu es du genre, il y a quelque chose de sale que j'arrive toujours pas à enlever. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette performance? Et je pense que pour toutes les personnes qui font de la performance, c'est important de se poser cette question parce que ce qui se passe dans la performance, c'est qu'on devient potentiellement, on devient des objets de consommation. Tu sais, il y a des gens qui viennent pour consommer la performance. Euh, et, euh, et forcément, dans cette consommation, il y a des dynamiques de pouvoir dont on ne parle jamais par rapport au genre, par rapport à la race, par rapport, tu sais, donc, c'est quoi la relation entre l'audience? Tu sais, pour prendre cet exemple, il se passe quoi si une femme fait une performance, mais que dans toute l'audience, il n'y a que des hommes? Mhm. Forcément, ça change toute la dynamique, pour prendre ça comme un exemple. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'expériences dans le passé où j'étais invité dans des espaces et toujours, il y a toujours cette partie à négocier, genre est-ce que je dis, ah, ça va couvrir mon loyer, donc peut-être que je dis oui, ou aux personnes qui écoutent, vous faites ce que vous avez besoin de faire, tu sais, j'en ai dit oui à des gigs que j'ai regretté par la suite, parce que j'avais besoin de le faire, j'étais en mode de survie. Et ça m'est tellement arrivé d'arriver dans des espaces où justement, je réalisais que je devenais tout juste un symbole, j'étais tout juste un token. C'était instrumentalisé. Exactement, tu sais, où j'étais instrumentalisé parce que, tu sais, et ça, je peux même en parler, tu sais, quand le gouvernement a changé en 2015, tu sais, quand les libéraux sont venus au pouvoir, il y a quand même beaucoup de politiques culturelles qui ont changé par la suite. Donc, pour la première fois, les conseils des arts demandaient mais combien d'artistes autochtones vous avez programmé, combien d'artistes racisés vous avez programmé. Donc, ce qui fait que c'était dépendant, le financement était dépendant de ce genre de questions qui ne se passaient pas sous les conservateurs de Stephen Harper. No. Tu sais, donc, et tout d'un coup, il y a cette interrogation de plusieurs institutions artistiques et culturelles où on a à répondre à cette question, pas parce qu'on voulait entreprendre ce questionnement, mais parce que il y a d'autres instances qui nous financent, entre autres, qui nous posent ces questions. Qui exigent des critères supplémentaires. Exactement. Et là, tout à coup, c'est du genre, mais il faut que je présente un artiste noir à un certain moment pendant l'année. Ouais. Il faut que je présente un artiste tu sais, entre guillemets, de la diversité culturelle, comme on le disait bien au Québec, dans l'année, etc. Donc, ce qui fait que moi, il m'arrivait d'être invité, mais ensuite, je réalisais que j'étais invité tout juste parce que j'étais un objet curieux. C'est du genre, on n'a jamais vu une personne transracisée. C'est où je suis invité et l'idée ou l'attente, c'est viens nous parler de tes traumatismes. Donne-nous du trauma porn, ce qu'on appelle du trauma porn. Ouais. Donc pour moi, il y a cet espace où j'ai besoin de négocier. C'est quoi mon agentivité en tant que personne qui fait de la performance dans ce moment-ci? Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je veux garder pour moi? Et c'est ça. Et au fil du temps, le plus je me suis établi, le moins j'étais dans une situation de survie où j'étais obligé de dire oui à tout, où j'ai commencé à négocier. Donc, maintenant, quand on m'invite dans des espaces, je pose des questions. Je suis du genre, est-ce que je vais être mégenré dans votre espace? Merci de m'inviter, mais est-ce que vous avez parlé à toute votre équipe, y compris l'équipe technique? C'est pas uniquement la directrice de la galerie, mais est-ce que vous avez parlé à toute votre équipe pour que je ne sois pas mégenré dans cet espace? Ouais. Donc, c'est de formuler ce genre de questions pour dire, voilà ce dont moi j'ai besoin. Et ça, je tiens à souligner, ça c'est quelque chose
chose que j'ai surtout beaucoup appris. C'est quelque chose qui vient de ma pratique, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris des disability activistes, des personnes, surtout dans le Canada anglophone que j'ai connu, qui sont en situation de handicap, Ouais. ou où justement, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont raconté justement comment est-ce qu'une institution veut faire du disability art, donc de l'art par et pour des personnes handicapées. Ensuite, tu arrives et tu es du genre, ben, j'ai besoin d'une rampe. C'est ça, Et là, elle c'est est genre, pas mais on n'a là. pas une rampe. Tu sais, donc, c'est de réfléchir à ça. Quand on nous invite, c'est que j'ai besoin de pouvoir ramener la complexité de tout ce que je suis et de savoir que ce tout que je suis sera traité avec respect et avec bienveillance. Tu sais, le fait que tu sois plus établi te permet de nommer ces choses-là, d'avoir des demandes, mais aussi de faire changer les choses pour les autres personnes qui vont suivre. Puis je me rappelle, dans la discussion, on avait parlé d'un événement à Québec où j'avais été invité, puis il y avait une personne trans et je crois 3 hommes cisgenres homosexuels, donc une seule femme, pas de lesbienne. Il y avait un manque de diversité dans ce panel sur les plumes LGBTQ+. J'avais accepté en voyant le manque de diversité, en me disant c'est la première fois que je suis invité ailleurs qu'à Montréal. J'ai peur que si je fais une demande de avez-vous pensé à diversifier davantage votre panel, que ça choque, puis que ça me bloque une porte qui n'avait jamais été ouverte avant. Fait que j'ai accepté. Puis en parlant avec toi, le doute qui m'avait habité, c'est comme clarifié. Puis je me suis dit, la prochaine fois, il faut que je dise non, il faut que j'en parle pour que les choses changent, pour qu'il y ait plus de diversité de genre et aussi diversité sexuelle, surtout quand le sujet abordé, c'est les plumes LGBTQ+, en littérature. Donc, il y a un peu cette volonté chez toi d'ouvrir des portes, puis est-ce qu'on peut dire d'améliorer les pratiques, pas juste pour toi, mais pour les autres? Oui, absolument, absolument. Et tu sais, pour réagir à ce que tu dis, une des choses qui a changé pour moi, c'est que, surtout en tant qu'artiste marginalisé, tu sais, on nous dit souvent qu'il y en aura un ou une d'entre vous qui sera choisi. Tu sais, il y aura une personne noire, il y aura, tu sais, une personne trans. Tu sais, souvent, et ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous met en compétition, même dans nos propres communautés, ça nous met en compétition l'une contre l'autre. Et c'est quelque chose dont je parle très ouvertement parce que c'est tellement important d'en parler, parce que je pense que tu touches sur quelque chose de très, très fort quand tu dis « Ah, j'ai eu cette invitation, c'était la première fois que j'ai eu une invitation en dehors de Montréal. » Je me suis dit « Mais si je dis non ou si je questionne cela, est-ce que j'aurai d'autres opportunités ou est-ce qu'on va fermer ce qu'en anglais on appelle du gatekeeping, c'est toujours qui contrôle la porte. » Et ça, c'est quelque chose contre laquelle je me bats énormément parce que je dis, en fait, non, les opportunités, elles viennent toujours. Pour moi, dans mon expérience, là, j'en suis à un point, les opportunités, on en a. Et dans le processus, c'est qui est-ce que je invisibilise. Ouais. Et c'est très important de parler de cette notion de manque, en fait, parce qu'on a tendance à nous dire, mais on va choisir que 2 artistes. Et je pense pas que ça aide nos communautés. Je parle des communautés marginalisées auxquelles j'appartiens. Si on va dire, OK, vous êtes 3 artistes trans noirs, donc on vous met en compétition l'un contre l'autre. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'en parle. Tu sais, j'ai eu des interactions dans le passé. Heureusement, j'ai de très bonnes relations, tu sais, que j'entretiens. Donc, par exemple, où je reçois un courriel d'une université qui veut m'inviter à faire une conférence parce que l'université veut une personne trans, racisée, pour venir faire une conférence. Et me demande, c'est quoi votre cachet? Ça, c'est les dates. Et là, je suis genre, tu sais, j'écris en disant, voilà mon cachet, voilà ce dont j'ai besoin, etc. Aucune réponse. Plus tard, j'en parle à 2 autres amis qui sont aussi trans et racisés. Ouais. Et l'autre qui me dit, mais moi aussi j'ai reçu ce courriel. Et la 3e personne qui me dit, moi aussi j'ai reçu ce courriel. Et au lieu de nous dire à tous les 3, on vous contacte tous les 3, voilà les conditions. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est nous mettre l'une contre l'autre. Et au final, choisir la personne qui avait le cachet le plus... le plus bas. Et là, je suis genre, mais c'est ridicule. Et voilà pourquoi, pour moi, c'est important d'avoir la transparence, de se parler dans nos communautés. Moi, j'en parle ouvertement de qui m'a traité comment est-ce que ça s'est passé avec cette institution, quand est-ce qu'ils ont pris 6 mois pour me payer, je veux dire, le nombre de fois où ça m'est arrivé, ou
tu sais, c'est toutes des choses qui sont relationnelles, mais au bout du compte, si un, on ne le questionne pas par rapport à l'institution, mais deux, si on n'en parle pas non plus. Tu sais, parce que des jeunes personnes transracisées, là, il n'en manque pas, qui font de l'art, il n'en manque pas à Montréal. Là. Tu sais, si moi je dis non, on va trouver une autre personne. Si l'autre personne dit non, on va trouver une autre personne. Tu sais, Ou mais... peut-être que tu vas référer l'institution, l'organisation à d'autres artistes. Hein? Et c'est ça, et j'ai l'impression, donc c'est important aussi, tu sais, pour moi, c'est une question de se battre contre cette espèce de notion de compétition, en fait. Parce que si, pour moi, l'émancipation, elle doit être collective. Ouais. Je peux pas m'émanciper, moi, individuellement, ensuite de dire aux toutes personnes noires et trans, ben, vous restez là. Tu sais, si on s'émancipe ensemble, et en faisant cela, spécifiquement dans le milieu littéraire, culturel et artistique, pour moi, je ramène la même réflexion. Tu sais, si on va m'ouvrir une porte, ben, ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte pour les Ouais. autres personnes. C'est pas que pour moi, là. Dans le 5e épisode du balado, je rencontrais Elkana Talbi, puis elle me disait que lorsqu'elle a terminé son premier recueil de poésie, Moi, figuier sous la neige, son réflexe était de croire que la seule maison d'édition québécoise où elle pouvait avoir sa place, c'était Mémoire d'Encrier, parce que c'est une maison qui a fait de la place à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes racisées depuis longtemps. Puis moi, je vois que récemment, tu as collaboré avec XYZ en traduction, entre autres. Tu as été dans un collectif qui s'appelle Self-Care tout récemment chez AMAC. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te sentais à l'aise de collaborer avec ces maisons d'édition-là? C'est pas la maison d'édition, c'est la relation avec la personne. Donc, je vais en Tout parler aussi valable. ouvertement. Tu sais, et je salue Myriam Caron-Belzel, qui est directrice littéraire chez XYZ, parce que, tu sais, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve que j'aime beaucoup ce que fait XYZ en ce moment, entre autres, XYZ vient de publier le premier roman de Natacha Canapé-Fontaine, Chris Bergeron aussi, récemment dans la dernière année, et je salue Myriam, mais pour moi, c'est parce que je l'ai entendu beaucoup dans le milieu littéraire, cette notion de, tu sais, d'un côté, il y a ce que Elkana te disait, mais d'un autre côté, il y a la partie où moi, quand j'ai essayé d'avoir des conversations autour de la race dans le milieu littéraire, ce qu'on me disait, mais non, mais tout le monde va chez Mémoire d'Encrier, tu sais. Et ce qui est intéressant, c'est que Myriam, elle est devenue directrice littéraire chez XYZ il y a peut-être 3 ans maintenant, 3-4 ans à peu près. Et elle m'avait vu sur scène à un open mic à Gender Blender, qui était l'open mic mensuel que j'organisais au Café L'Artère. À tous les mois, si je me trompe. À tous les mois, c'est ça. Et elle m'avait vu sur scène. Et quand elle est devenue directrice littéraire, elle m'a envoyé un courriel pour me dire « Comment on ne s'est pas vu depuis 2 ans? Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais je suis nouvellement directrice littéraire chez XYZ. » Et je me demandais, mais peut-être que tu as envie de développer un manuscrit, peut-être que tu as un projet, est-ce que tu as besoin d'accompagnement, est-ce que tu as besoin de ressources, est-ce que tu as besoin de financement? Comment est-ce que moi, je peux tout juste t'aider à ouvrir des portes? Parce que, tu sais, et donc elle a ouvert cette porte pour qu'on ait une conversation par rapport à cela. Et je pense tout comme elle l'a fait, tu sais, quand je vois ce qui se publie avec XYZ maintenant, je pense que, tu sais, mais c'est ça, c'est qu'elle n'était pas... C'était pas une directrice littéraire qui est arrivée dans son bureau et qui attendait que les manuscrits arrivent. Tu sais, c'est elle qui a fait elle a compris que, pour pouvoir diversifier le milieu littéraire ou cette maison d'édition, c'est à moi de faire l'effort d'aller rencontrer l'autre. Tu sais, de vraiment faire cet effort et cet apprentissage et tu sais, de m'ouvrir à cela. Et donc, ce qui s'est passé avec XYZ, c'est... tu sais, Myriam m'a contacté, je te dis, « j'ai rien vraiment à te proposer, on peut en reparler dans 6 mois. » Ensuite, 6 mois plus tard, tu sais, je commençais à faire la traduction littéraire et je lui ai dit, tu sais, il y a ce roman que j'aimerais beaucoup traduire. Et je l'ai pitché, le roman, elle l'a lu, elle est tombée en amour avec le roman qui est Femme magnifique et dangereuse de Kai Cheng Tom, en anglais Fierce Femmes and Notorious Liars, qui est publié chez Metonymy Press, qui est une maison d'édition queer montréalaise, anglophone. Mais tu sais, donc les liens se sont faits, on a tissé les liens. Elle m'a beaucoup, tu sais, pour moi, c'est le premier roman que je traduisais seul. J'avais traduit un petit essai et un album jeunesse. Donc, tu sais, pour Myriam, c'était toujours, non, c'est bon, on y va ensemble. Mais comme tu en étais à tes débuts, est-ce que tu as demandé de l'accompagnement? Est-ce que tu sentais que tu avais besoin d'un encadrement pour être à la hauteur de ce que tu avais aimé dans ce que tu avais lu? Oui, absolument. Ah oui. Et c'est ça, tu sais, ça, c'est la partie de l'apprentissage, la partie où tu ouvres la porte et tu te dis,
ah, mais peut-être qu'il me faut mettre une rampe, ou peut-être que la porte, elle est trop petite, ou peut-être qu'il faudrait changer la lumière dans cette salle. C'est qu'est-ce qu'il faut changer une fois que j'ouvre cette porte? Qu'est-ce qu'il faut que je change autour pour que toi, tu puisses croître? Parce que clairement, cet espace littéraire qui a été créé, il n'a pas été créé pour moi. Mhm. Tu sais, historiquement, systématiquement, il n'a pas été créé pour moi. Et c'est ça. Et donc, et Myriam Caron-Belzile, elle m'a offert tout le soutien dont j'avais besoin pour que je puisse, tu sais, ramener ce projet à bien Ouais. et le rendre comme je le voulais. Donc, pour moi, c'est tu sais, avec Self-Care, c'était, tu sais, avant, ça a été publié chez Hamac. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, c'est un projet, en fait, que Qui devait être Nicolas ailleurs. Dawson ouais, a piloté pendant longtemps. On a travaillé là-dessus pendant longtemps. Bon, tu sais, le milieu de l'édition, finalement, ça a été publié chez Hamac. Mais c'était pas autant. La relation était vraiment la relation que j'avais, la relation de bienveillance que j'avais avec Nicolas Dawson. Nicolas est un artiste de talent, est un directeur littéraire / éditeur d'expérience, malgré son jeune âge, mais il est aussi une personne queer. Mhm. Puis il est aussi son propre être humain avec qui tu peux tisser des liens, mais en quoi, qu'est-ce que ça ajoute d'être en interaction avec un éditeur qui est une personne queer? Que ce soit dans la compréhension ou dans la bienveillance des rapports. Tu sais, je ne dirais pas nécessairement la, que la relation bienveillante est là uniquement parce que c'est une personne queer. Je pense pas que ça, s'égale. Tu sais, Mhm. c'est pas... C'est pas un automatisme. C'est pas exactement, c'est pas un automatisme. Je me veux dire. permets de dire qu'il y a plein de personnes queer qui sont des personnes de mal. C'est clairement pas un automatisme. Mais je pense Mais que ça c'est- peut avoir une valeur ajoutée. De faire partie de cette communauté puis d'avoir une compréhension de certains Oui, codes. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et tu sais, oui, pour moi, dans ma relation avec Nicolas, oui, il y a toute l'intersection. Nicolas est aussi une personne immigrée, aussi une personne racisée, aussi une personne queer. Donc, tu sais, il y a, dans nos identités, nos expériences, même si elles sont différentes, il y a ces intersections. Mhm. Mais tu sais, c'est pas nécessairement... Pour moi, c'est surtout parce que la manière dont Nicolas m'a approché, tu sais, je pouvais comprendre toute la... Je pouvais ressentir très clairement la bienveillance derrière la personne et derrière le projet. Tu sais, donc, voilà pourquoi je pense que c'était surtout ça. Où je me suis dit, ouais, Et tu sais, pour moi, c'était aussi, c'est la première fois... j'ai pas beaucoup écrit en français. Tu sais, je suis encore à mes premiers pas dans ma pratique littéraire francophone. Ouais. Donc, d'avoir cet accompagnement aussi, c'était très, très riche. Puis, revenons à la traduction de Mhm. Femmes magnifiques et dangereuses. Oui. C'est une question que je pose gentiment, mais qu'est-ce qui fait que tu étais la bonne personne pour faire la traduction de ce livre-là? Ah! J'en ai fait une super job. Mais avant le Voilà, début... mais avant le début. Non, c'est que, tu sais, c'est un projet, c'est un roman que... Kai Cheng, Tom et moi, on est très, très proches. OK. Kai Cheng, Tom et moi, on s'est connus, on a un peu commencé nos débuts sur scène. Tu sais, on était un peu les deux personnes transféminines racisées du milieu. Tu sais, c'était un peu pendant longtemps, À c'était genre, l'époque. justement, oui. Tu sais, il y avait une certaine période, justement, et heureusement, tu sais, et avec Kai Cheng, on a une relation très honnête où on parlait de la jalousie, des opportunités qu'elle a ou que moi, j'ai pas, ou justement, où t'es genre, est-ce que tu as reçu ce courriel, toi aussi? Tu sais, c'est une de ces personnes avec qui je pouvais échanger de cette manière. On a vraiment tissé une relation de confiance. Mais au-delà de cela, ben, c'est un livre... j'ai un peu étant donné que je connais Kai Cheng depuis longtemps, j'ai un peu vu la naissance de ce livre. L'histoire derrière, c'est que j'avais fait une résidence d'artiste dans un studio à Halifax. Et c'était une résidence qui se passait à travers l'été. Et l'artiste qui venait après moi, c'était Kai Cheng. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est fait un overlap pour qu'on ait 2 jours ensemble et on a organisé une soirée de performance avec des personnes queer transracisées et autochtones à Halifax ensemble. Donc une espèce de soirée de cabaret qu'on a co-animée. C'était quand, ça? En 2014. Ah, quand même! Ça fait 8 ans. OK. Donc, ouais. votre relation existe depuis assez longtemps. Donc, il y a une compréhension de Ouais. l'humain, de la démarche artistique. Ouais. Fait que tout ça aide à faire une traduction qui Oui. te rend fier. Ouais, mais c'est ça. Donc, pour finir rapidement cette anecdote, c'est que
j'ai fini ma résidence, Kai Cheng arrive au studio, je pars, je suis parti en camping quelques jours avec ma meilleure amie. 3 jours plus tard, je reviens pour prendre mes affaires et prendre l'avion et revenir à Montréal. Je reviens et Kai Cheng qui me dit « Kama, j'ai commencé à écrire un roman. » Et là, elle me lit le premier chapitre de Femme magnifique et dangereuse à haute voix. Et moi, je suis parti 2 jours et là, tu me dis que tu as commencé à écrire un roman. Donc, je l'ai vraiment vu la naissance de ce roman. Donc, il y a une relation, il y a cette partie de la relation, mais aussi, pour moi, il y a quelque chose dans l'oralité. Le roman est écrit vraiment dans l'oralité. Et étant une personne qui travaille la littérature dans l'oralité, j'ai vraiment envie de le porter, ce projet en français. Est-ce qu'une personne qui fait la traduction, qui n'a pas une compréhension fine des réalités trans, aurait pu faire un travail intéressant? Ouh, grosse question. OK, par rapport à la traduction, je pense que honnêtement, n'importe qui peut traduire n'importe quoi. Je pense que n'importe qui, pour moi, c'est pas nécessairement une question identitaire, mais ça reste une responsabilité de faire la traduction. Et ça demande beaucoup, 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 beaucoup de recherche. Je dis pas nécessairement, est-ce qu'une personne, la question, est-ce qu'une personne blanche peut traduire une personne racisée ou traduire une personne autochtone, etc. Je pense que tout peut se faire. Ensuite, c'est quoi la relation? Pour moi, il y a 2 questions. La première question, c'est quoi la relation qu'on a à cette communauté, la compréhension qu'on a de cette communauté. Moi, parfois, je reçois des projets où on me demande de traduire des projets littéraires. Je dis merci beaucoup, mais c'est pas un projet pour moi. Moi, je dis pas oui à tout. Là. Il m'est arrivé dans ma petite carrière en traduction littéraire, il m'est arrivé d'avoir des offres. Je suis genre merci, mais je pense pas que je suis la bonne personne. Et je pense que c'est important de savoir cela, de savoir quel genre de recherche est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça implique pour toi en tant que traducteur ou traductrice. Mais pour moi, la deuxième question, qui est la question la plus importante, c'est pas nécessairement qui peut traduire quoi, c'est pourquoi est-ce que le milieu, il y a le milieu littéraire comme on en parle, mais celui de la traduction littéraire, il est blanc. Mais il est blanc. Et pour moi, la question, c'est pas nécessairement... Là, je vais parler aussi d'une autre personne qui m'a beaucoup impacté, qui est Ariane Desrochers, qui est aussi traductrice, qui a traduit entre autres Léane Simpson, Billy Ray Belcourt. Et qui, malgré son jeune âge, est une sommité dans le domaine. Exactement. Et pour moi, c'était... Ariane et moi, on a co-traduit l'essai de Vivek Shraya, J'ai peur des hommes, I'm Afraid of Men, qui a été traduit chez Remue Ménage. Ouais. Et ce qui s'était passé, c'est que Ariane était censée le traduire. Et moi, du milieu anglophone, Vivek étant une... on se connaît, aussi Vivek et moi, on se connaît depuis il y a 10 ans à peu près. Et Vivek était à Montréal pour son lancement de I Am Afraid of Men. Et on s'est rencontrés. Et là, je lui disais que je traduis l'album jeunesse de Kai Cheng, L'enfant de fourrure, de plumes d'écailles, de feuilles et de paillettes. Et là, elle m'a dit, mais tu sais, on va traduire I'm Afraid of Men. Je vais en parler à ma maison d'édition. Donc, elle a dit, je connais cette personne trans racisée et j'ai envie qu'elle travaille sur la traduction de mon livre. Et c'était Ariane Desrochers qui était censée le faire. Mais quand j'ai rencontré Ariane, ce que j'apprécie énormément, c'est Ariane qui m'a dit, mais tu décides, de quoi est-ce que toi, tu as besoin. Si tu veux, tu le traduis en entier, je le révise. Si tu veux, je le traduis en entier. Ensuite, tu consultes. Si tu veux, on le traduit ensemble. De quoi est-ce que tu as besoin? Et là, finalement, en fait, on l'a co-traduit. Mais ce que Ariane a fait dans le processus, c'est qu'elle m'a aussi enseigné la technique de la traduction littéraire. Et par la suite, donc en même temps, elle me dit, mais tu sais, je vais enseigner en cours. Si tu aimes vraiment ça, j'enseigne en cours en traduction littéraire de premier cycle à l'UDM au printemps. Est-ce que tu veux venir? Tu sais, tu peux tout juste venir. Est-ce que tu es allé? Oui, je suis allé. Et par la suite, elle m'a invité à son séminaire de 2e cycle. Tu sais, donc pour moi, ce que Ariane a fait, c'était une personne qui s'est dit, mais moi, en tant que personne blanche qui traduit dans un milieu où tout le monde est blanc, voilà une personne racisée, queer, trans, qui s'intéresse à la traduction littéraire. Ouvrons une porte pour cette personne, outillons cette personne. C'est vraiment, elle m'a donné... Tout ce que j'ai appris là, je l'ai appris de Ariane. C'est elle qui m'a donné les outils. Et pour moi, la question, c'est pas qui peut traduire quoi. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore ouvert ces portes? Pourquoi est-ce que c'est encore que des personnes blanches, que je sache, au Québec, en énorme majorité, qui font la traduction littéraire? Et pour moi, c'est pas est-ce que je peux traduire l'auteur ou l'autrice autochtone ou pas, mais qu'est-ce que je vais faire pour outiller une autre personne autochtone pour qu'elle puisse le faire. Puis, tu me disais que
la traduction de l'essai, la traduction de l'album jeunesse, la traduction du roman, même si c'est un début de carrière en traduction, que ça t'avait ouvert un monde. À quoi tu goûtes en traduction auquel tu goûtes pas dans tes autres pratiques Oh artistiques? my God! J'aime tellement, tellement ça. C'est fou parce que je suis en train de travailler sur un projet en ce moment, un projet de traduction, et il y a des moments où je me dis, je crois que j'aime la traduction plus que j'aime écrire. Ah ouais! Pourquoi? Je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, pour moi, dans l'idéal, j'aime vivre dans les mots, dans les idées. Il y a un lien, tu sais, la traduction, déjà, je suis dans une pratique multilingue Ouais. qui, moi, me fait triper. Donc, je suis dans une pratique multilingue, c'est très intellectuel. J'ai besoin de faire beaucoup de recherches, j'adore faire de la recherche. Tu sais, t'as besoin de toutes les références, tu sais, comprendre toutes les nuances d'un mot ou d'un contexte où je suis genre, ouh, qu'est-ce que la personne voulait dire? Qu'est-ce que ça peut représenter? Et là, tu réalises que ça peut représenter 10 choses. Ouais. Donc, je suis perpétuellement dans la recherche et c'est aussi une relation émotionnelle. Et c'est créatif. Tu sais, donc pour moi, quand je mets le tout ensemble, je dis genre, ouh, quand j'en fais là, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Est-ce que j'ai le droit de demander sur quoi tu travailles présentement en traduction? Oui, je peux en parler. Je travaille. En fait, ça c'est intéressant. C'est ma première traduction du français à l'anglais. Ouais. Hein. Et je traduis le recueil de Valérie Bas, Les Enragés, Mhm. qui a été publié sur la collection Les Martiales à Remue-Ménage. Ouais. Je le traduis et Métonymie Press le publie en anglais. Donc, c'est mon premier projet de traduction du français à l'anglais. Et sais-tu déjà quand ça va être accessible au public? Probablement en 2023. 2023. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que tu n'acceptais pas tous les mandats de traduction. Je sais que la lecture du recueil Les Enragés t'a fait triper, disons-le carrément. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes un mandat de traduction? Oui, pour moi, tu sais, quand tu t'engages à faire une traduction, c'est qu'au bout du compte, pour moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de manger, boire, respirer, vivre et dormir dans un livre pendant 1 an? Parce que c'est vraiment l'engagement que tu prends. Ouais. Tu sais, je suis aussi dans une position privilégiée où je suis genre, pour moi, c'est toujours un travail d'amour, la traduction. Tu sais, c'est pas ma job, donc j'ai pas à dire oui pour payer mon loyer. Peut-être qu'il y a des personnes qui font ça, mais donc pour moi, il faut vraiment que ce soit un coup de cœur, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier dans l'histoire, dans la poétique, dans comment est-ce que c'est raconté, ou dans la relation avec dans l'humour, ou dans la relation avec les personnages. Il faut vraiment que je me dise, j'ai envie de vivre dans ce livre, tu sais, parce que vraiment, tu vis dedans, au bout du compte. Tu sais, pendant 1 an, là, tu sais, il y a Gayatri Spivak qui dit dans un de ses textes sur la traduction, Gayatri Spivak, qui est une théoricienne d'origine indienne qui a d'ailleurs traduit Derrida du français. Elle est très connue parce que c'est elle qui a offert Jacques Derrida au monde anglophone. Et c'est elle qui dit que la traduction littéraire, c'est la lecture la plus intime que tu puisses faire. Et c'est vrai, parce que même maintenant, quand j'en parle avec Kai Cheng, par exemple, avec Kai Cheng Tom, où elle me dit « Mais tu connais mon roman mieux que moi. » Tu sais, donc il faut vraiment, pour moi, il faut que je sois complètement en amour avec l'œuvre littéraire, avec le craft, vraiment l'artisanat littéraire aussi. Il faut que je puisse voir comment est-ce que les mots sont liés, comment est-ce que le récit a été construit, et de me dire « Ah ouais, ça me fait triper, je suis en amour avec, j'ai envie de vivre dedans. » Si c'est ce genre de coup de cœur, je veux le traduire. Est-ce que c'est toi qui étais allé voir Valérie pour lui demander si c'était possible que tu fasses la traduction? Est-ce que c'est la démarche que tu as faite? En fait, la démarche, c'est ce qu'il y a de marrant, je sais pas, peut-être pour démystifier ça pour les personnes qui écoutent aussi, la manière dont fonctionne le milieu littéraire. Comme moi, je publie avec une maison d'édition. Ouais. C'est la maison d'édition qui a les droits sur la diffusion de mon œuvre. Ce qui fait que souvent, l'auteur ou l'autrice ne forment même pas partie de la conversation. C'est 2 maisons d'édition qui sont en discussion pour vendre les droits ou acheter les droits de traduction. Donc, ce qui fait que les droits peuvent être vendus et normalement, disons que si c'est une œuvre en français qui est vendue à une maison d'édition en anglais, c'est la maison d'édition en anglais qui choisit qui va traduire l'œuvre. Donc, souvent, il n'y a pas... C'était différent avec... en fait, moi, Métonymie Press voulait publier sa première traduction. Il m'a offert le mandat en me disant
Est-ce que tu veux trouver... On ne sait pas, on ne lit pas en français forcément. Moi, je lis beaucoup en français. Je connais à la fois le milieu littéraire anglophone et francophone et je connais aussi le mandat de Metonymy Press. Donc, on m'a donné le mandat en me disant, va lire tout ce qu'il y a dans la littérature française queer, en d'autres mots, québécoise queer, et dis-nous ce qu'il y a à publier. Qu'est-ce qu'on devrait traduire, en gros. Donc là, et c'était intéressant parce que il y a quand même de très bons trucs. C'est comme une responsabilité de se faire dire ça. D'aller voir le meilleur de la littérature française queer pour faire des suggestions de traduction. Je ne dirais pas le meilleur nécessairement, parce que c'est une question de qu'est-ce qui fit avec le mandat, avec le mandat littéraire de la maison d'édition aussi. C'est pas que j'ai choisi le meilleur livre, là. C'est aussi qu'est-ce qui, dans le mandat de la maison d'édition, c'est du genre, je sais pas, c'est... avec Metonymy Press, peut-être qu'il y a une œuvre littéraire très célébrée, très très forte, etc. Mais tu sais, si c'est une histoire d'un homme cisgenre blanc et de son coming out, Metonymy Press m'aurait dit non, c'est pas exactement ce qu'on essaie de publier. Ouais. Donc je connais le mandat de Metonymy. Et pour moi, donc je lisais plein de trucs. C'était au printemps et c'est intéressant, je vais le dire, parce qu'avec Les Enragés, j'ai commencé à le lire, j'ai même pas fini de lire le livre et j'ai écrit à Metonymy Press. J'étais en plein dedans. J'ai envoyé un courriel en disant je l'ai trouvé. T'as eu un appel. J'avais même pas encore fini le livre, mais je l'ai commencé. J'étais genre c'est celui-là, c'est absolument celui-là. Et celui-là, c'est la première fois que tu traduis du français vers l'anglais. Les autres mandats, c'était de l'anglais vers le français. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est aussi simple, entre guillemets, un chemin que l'autre, ou il y en a un qui est plus aisé pour toi? Je sais pas, je pense que c'est uniquement quand j'aurai fini le processus de traduire du français à l'anglais que je pourrai savoir exactement comment est-ce que je me situe. Ouais. Mais au début, est-ce que tu as fait « Oh mon Dieu, il y a un mur devant moi, puis je sais pas comment je vais le traverser ». Mais j'ai l'impression que en français, je suis beaucoup plus intimidé quand je dois traduire de l'anglais au français. Parce que j'ai l'impression que l'anglais me vient... plus facilement, je ne sais pas pourquoi, même si je suis francophone. J'ai l'impression que le français demande traduire de l'anglais au français me demande, il y a un effort supplémentaire. Okay. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Puis tu as dit tout à l'heure avoir suivi un cours avec Ariane Desrochers comme professeur, mais en traduction, on peut faire un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat. Est-ce que tu t'es dit, peut-être que j'aimerais ou je devrais aller chercher ce genre de formation plus longue? À voir. Tu sais, c'est en tant que personne qui n'a pas fait l'école d'art et qui a une pratique multidisciplinaire. Même chose pour moi. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup ce débat du genre, tu sais, est-ce qu'il faut faire de l'école d'art ou pas? Tu sais, je suis quand même... je pense qu'il y a une certaine période où je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse un MFA? Tu sais, est-ce qu'il faut que j'aille faire les beaux-arts ou c'est plus autodidacte un cours, depuis le début. Voilà, c'est ça. Donc, et j'ai l'impression que par rapport à la traduction... tu sais, j'ai beaucoup appris de Ariane et de ce qu'elle m'a offert. J'ai beaucoup appris dans le processus en le faisant et être bien accompagné en le faisant. Je pense que pour la question, est-ce qu'il faudrait aller à l'université, est-ce qu'il faudrait approfondir par rapport à toutes les pratiques, là, pas uniquement par rapport à la traduction. Ce que je me dis toujours, c'est qu'est-ce que j'ai envie de... C'est quoi exactement le talent, l'outil dont j'ai besoin? Est-ce que je peux est-ce que je peux le trouver sur YouTube? Est-ce que je peux... par rapport à tout ce qui est traduction et littérature d'une manière générale, moi, ce que je dis toujours, parce qu'on me pose toujours la question, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire en tant que personne qui écrive, c'est de lire. Oui. C'est de lire autant de toutes sortes de genres. Tu vas t'imprégner de tout ça. C'est ça. Est-ce que tu as besoin de faire un cours en création littéraire? Ça peut aider. C'est à chaque personne de savoir, mais de quoi est-ce que j'ai besoin comme outil? Ouais. En ce moment, je ne réfléchis pas nécessairement à... je trouve que j'ai beaucoup appris en le faisant et aussi dans ma pratique d'écriture et aussi dans les cours avec Ariane. Mais c'est vrai que je commence à... travaillant d'une manière multilingue, donc l'anglais, le français et le créole, dans la traduction, mais aussi travaillant d'une manière intermédiatique entre et à travers la performance, l'installation, le textile, la photographie, la vidéo. Et pour moi, l'interdisciplinarité représente aussi une forme de traduction. Je traduis d'une forme à l'autre. Ben oui, c'est différents langages.
C'est ça, tout comme Homme-Femme existe comme un objet littéraire, le livre, ça existe comme une performance. Il y a un projet d'installation vidéo autour de Hommes-Femmes sur lequel je travaille depuis 2 ans. Donc il y a quand même, tu sais, donc je le réfléchis de plusieurs manières. Et je pense que cette question de traduction ou d'intermédialité, qu'elle soit linguistique ou à travers les formes, elle m'habite beaucoup. Hmm. Et je sais pas, et peut-être que je vais faire quelque chose avec un jour. Il y a une À partie de moi suivre. qui est du genre, ouais, peut-être que je vais faire un doctorat un jour, on va voir. À Montréal, je pense pas me tromper en disant que tu as d'abord fait ta place dans le milieu littéraire anglophone avant d'avoir envie de faire de même dans le milieu francophone. De l'extérieur, j'ai l'impression que le milieu francophone t'ouvre les bras depuis quelques années. Pourquoi c'est important pour toi d'également faire ta place en français? Je suis arrivé à Montréal et c'est vrai que je me suis retrouvé dans les milieux anglophones et je suis resté dans les milieux anglophones d'abord pendant assez longtemps parce que c'était vraiment des espaces plus sécuritaires. Je vivais moins de racisme, Ouais. moins de transphobie dans les milieux anglophones. Tu sais, rien que le fait tu sais, qu'on se sert du terme people of color, qu'on a un terme, alors que tu sais, maintenant, on s'en sert du terme. Ben, même maintenant, c'est encore un débat. Tu sais, est-ce qu'on dit racisé ou pas? Tu sais, est-ce que le racisme systémique existe ou pas? Tu sais, le fait que c'est encore une question. Donc, il y avait moins de cela dans le milieu anglophone, où au moins, je sentais que dans mon existence, cette partie de mon existence n'était pas questionnée. Ouais. Elle pouvait exister, tout Ouais. simplement. Donc, je trouve que les milieux... Et il y a plusieurs raisons pour cela. Tu sais, discursive, traduction, bref. On va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais pour moi, c'était un espace plus sécuritaire. Donc, ce qui fait que je me suis beaucoup plus ancré et exprimé dans ce milieu. Mhm. Et par la suite, je pense que j'ai commencé à avoir, d'un côté, une réflexion par rapport à la langue française, que je suis quand même francophone. C'est l'anglais ma troisième langue. Mhm. L'anglais est quand même ma troisième langue. Donc, je suis quand même une personne francophone. Donc, je pense qu'il y avait cette partie, une sorte de démarche personnelle, purement personnelle, où je me dis, il faudrait que j'aille faire face. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec moi et la langue française, mais allons voir ce qui se passe là. Il faut que je fasse... Oui, il faut faire face à cette partie de qui je suis, qui forme partie de moi et de mon histoire. Mais d'un autre côté, je me suis beaucoup plus... j'ai vraiment commencé à réfléchir à ma place au Québec. Tu sais, ça devenait de plus en plus clair. Après 5 ans à être là, 5-6 ans, c'était clair que, OK, Montréal est un peu mon hôte chez moi. C'est là où je vais rester, c'est là où je vais faire ma vie. Mm. Qu'est-ce que ça représente pour moi en tant qu'individuel qui crée, qui fait, tu sais, qui fait de l'art, qui pour moi est québécois? Mais comment réfléchir à cette place? Comment inscrire ce que je crée, l'ouvrage, tous les ouvrages, l'œuvre de ma vie? Tu sais, comment est-ce que je l'inscris dans un contexte québécois? Et j'ai réalisé que, OK, il y a aussi, si j'ai envie d'avoir cette conversation d'une manière plus globale avec le Québec, le Québec, tu sais, c'est que, c'est une conversation qui vraiment va uniquement se faire en français. Tu sais, donc pour moi, il y avait aussi cette partie où j'ai commencé à réfléchir. Donc il y a eu ça, et ensuite il y a eu la partie aussi, tu sais, qu'est-ce que moi je peux ramener? Qu'est-ce que moi je peux offrir au Québec? Et je pense que faire la traduction de l'album jeunesse de Kai Cheng Tom, From the Stars in the Sky to the Fish in the Sea, l'enfant de plumes, de fourrure, de feuilles, d'écailles et de paillettes. Tu dis ça tellement vite à chaque fois. Je l'ai beaucoup pratiqué. Ouais. Mais tu sais, c'était le premier album jeunesse parce qu'en anglais, donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'histoire d'une enfant qui est née quand le soleil et la lune étaient tous les deux dans le ciel. Donc l'enfant ne pouvait pas se décider être garçon ou fille, être papillon ou poisson, être oiseau ou chien. Donc c'est un enfant magique qui se transforme perpétuellement. Et en anglais, le livre est écrit avec le pronom they, them, qui est le pronom neutre dont on se sert en anglais. Ouais. Et là, il y avait la question, mais comment est-ce qu'on traduit cela en français? Et pour moi, je pense que c'était un moment, tu sais, c'était le premier album jeunesse écrit avec le pronom Yel. C'était un des premiers livres au Québec, vraiment écrit, tu sais, qui rentrait dans cette notion du langage inclusif, Ouais. tu sais, du français inclusif, de l'épicène et de la question du genre. Et je pense qu'à un certain moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais
en tant que personne bilingue, trilingue, mais en tant que personne qui vit entre l'anglais et le français, qui a une pratique littéraire, qui pense aux mots, au langage, qui vit dedans, qui réfléchit tout le temps, qui est dans ce milieu, parce que je pense que le milieu littéraire et culturel a le potentiel de l'idée, ce qui devient l'imaginaire collectif plus tard. Je me suis dit, je suis quand même dans une position unique où je peux offrir quelque chose. Donc pour moi, il y a eu ce retour à la langue française où je me suis dit, OK, si je veux vraiment, d'un côté, si je veux pouvoir développer un engagement avec le Québec, de manière générale, avec la société québécoise, si je peux me permettre de rêver de l'avenir du Québec, parce que pour moi, c'est aussi ça, la pratique artistique, c'est d'imaginer une société, la société à venir et les relations, la manière dont on tisse des relations entre nous. S'il faut que je fasse ça, il faudrait faire face à les feelings, peu importe ce que c'est, la peur ou l'anxiété que j'ai par rapport à la langue française. Donc, c'est à moi de faire ce travail personnel de retour vers la langue française qui ensuite peut ouvrir des portes, pas que pour moi, mais qui a le potentiel d'impacter l'imaginaire québécois. Puis, à l'île Maurice, à quoi ressemble le milieu littéraire? Ah, c'est fascinant. Le milieu littéraire, malheureusement, n'est pas très valorisé à l'île Maurice. C'est ça, c'est pas, il y a pas. Tu sais, l'île Maurice, ça c'est mon analyse, dans le contexte, une île plantationnaire où il y a eu des esclaves et des travailleurs engagés, qui devient indépendante en 1968 des Britanniques. Donc, arrivé dans les années 80, il y a un peu l'émergence de la première génération qui sort des plantations de canne à sucre et qui commence à avoir une vie middle class, en fait. La classe sociale de l'île commence à changer dans les années 80-90, ce qui fait que il y a une obsession avec le matériel. Et ça, je le vois dans ma famille, je le vois partout, où l'émancipation économique était tellement importante qu'il y a une espèce, à travers les années 80-90, il y a une espèce d'obsession à travers d'émanciper toute l'île, parce que c'était que des travailleurs qui travaillaient dans les plantations, d'émanciper toute l'île. Et ça s'est exprimé d'une manière, selon moi, ça c'est mon analyse, d'une manière matérielle. Ouais. Ce qui fait qu'on valorise pas. On valorise ta voiture, tes 2 voitures, on valorise ta maison. Moi, j'étais la toute première personne de ma famille à finir l'école. J'étais la toute première personne à partir à l'université. Et quand je suis parti à l'université pour dire que je veux faire des études littéraires, tout le monde dit du genre, mais comment tu vas à l'université pour travailler dans une banque? Tu travailles à l'université pour devenir médecin. C'était genre, il y avait une incompréhension par rapport à cela. Donc, d'une manière générale, malheureusement, on ne s'intéresse pas beaucoup à la littérature. Mais ce que je trouve fascinant, c'est une petite île, mais la littérature féminine, la littérature mauricienne est surtout écrite en français, beaucoup plus en français qu'en anglais. En créole, ça commence à émerger maintenant parce que le créole, au début des années 2000, c'était qu'une langue orale, parlée. C'est au début des années 2000 qu'on a publié le premier dictionnaire en créole. Donc ça, c'est encore en train d'émerger. Mais je trouve que, il y a de la littérature féminine en particulier qui sort les Maurice. Je pense surtout à Ananda Devi, qui est pour moi mon autrice préférée, Natasha Appanah, Shehnaz Patel, qui est tellement, tellement forte. Et pour moi, je trouve ça tellement fort dans le sens où, c'est vraiment, ça existe. C'est des femmes qui souvent viennent d'une lignée indienne, qui sont tellement soumises sous le patriarcat, dans le contexte colonial de l'île Maurice. Mais c'est les seules personnes qui, en fait, éclatent tout cela et parlent de la misère de la femme mauricienne, mais le fond d'un langage, avec un français, avec une qualité poétique, littéraire, une force qui est extraordinaire. Donc, il y a quand même de la belle littérature qui vient de l'île Maurice. Est-ce que la place qui est accordée ou non à la littérature à l'île Maurice, c'est l'un des facteurs qui t'a poussé à quitter l'île? Je pense pas que c'était nécessairement conscient à cette époque, mais je pense que oui. Je pense que d'un côté, c'est sûr que c'est un des facteurs qui fait que
je ne repars pas maintenant pour m'établir à l'île Maurice, dans le sens où je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu avoir la carrière artistique. Et je ne parle pas uniquement de l'écriture, là, mais Mhm. de l'art d'une manière générale. Je ne sais pas comment. Tu sais, je connais. À la limite, si tu fais un peu d'art à l'île Maurice, c'est que tu enseignes l'art et à côté, t'en fais. Tu sais, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de structure vraiment pour encourager l'émergence de la pratique artistique, encore moins la pratique littéraire. Mais à l'époque, je réfléchissais pas nécessairement à cette question. Je pense qu'à l'époque, pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était de pouvoir quitter la maison de mes parents et pouvoir quitter l'île. Je pense que c'était de pouvoir explorer toutes les dimensions queer qui voulaient vraiment sortir et s'exprimer. Tu sais, je pense que c'était sa quête de liberté avant tout qui me motivait. Puis c'est comment changer de continent, arriver dans un nouveau pays, une nouvelle culture, quand on sait, mais je pense que tu le sentais déjà, que tu voulais développer une pratique artistique, parce que trouver de nouveaux repères en tant que personne qui émigre, c'est déjà un énorme défi, mais d'aller vers l'instabilité artistique, qui est déjà difficile pour n'importe qui naît et grandit au Québec, commencer de s'implanter dans un nouveau lieu en sachant qu'on veut en plus faire de l'art. Ben, pour moi, je l'ai pris petit à petit. Vraiment, maintenant, ça fait 10 ans que je suis arrivé à Montréal. C'est je savais pas si j'allais y arriver. Tu sais, c'est ça, c'est quand je suis arrivé à Montréal, les 2 premières années, j'ai galéré, j'ai tellement galéré. Quand je dis que j'avais 14 jobs et que je travaillais, tu sais, c'était genre 4 heures ici, 4 heures là-bas, mais au bout du compte, tu travailles 7 jours sur 7. C'était C'est pas une image de dire que tu avais 14 jobs, non, là. non. Tu sais, c'était vraiment, vraiment ça. Tu sais, tu travailles au salaire minimal qui, à l'époque, était quoi? 10 $ 15 sous Ouais. l'heure ou je sais plus trop quoi. Euh, et donc c'est ça, c'est la pratique. Tu sais, c'est que une des choses pour moi, c'est que je travaillais au Café L'Artère, qui est une coopérative de solidarité, qui n'existe plus malheureusement maintenant, au coin de Avenue du Parc et Jean Talon. Mhm. Et au Café L'Artère, ben, tu sais, je travaillais dans la cuisine, mais en même temps, c'était une coopérative de solidarité, donc j'étais membre, mais c'était un espace de diffusion culturelle. Donc c'est en travaillant à l'Artère, ça m'a permis, c'était ma première scène, tu sais, donc je pouvais organiser. C'est là où j'ai commencé à organiser Gender Blender à tous les mois, parce que je suis genre, ah, mais j'ai accès à cette scène. Tu sais, Ouais. j'avais jamais animé une soirée de cabaret, là, j'avais jamais animé une soirée de cabaret. On s'est dit, ah, on va essayer, Why not? allons voir. Tu sais, donc tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment comme cela. Ensuite, tu sais, j'ai changé de job, j'ai beaucoup travaillé dans le communautaire. Ensuite, c'est ça, pour moi, ça a toujours été une espèce de balance entre. Tu sais, je travaillais à temps plein. Ensuite, tu sais, je rentrais chez moi. Et en plus, tu sais, quand tu travailles à temps plein dans le communautaire, là, tu travailles pas 35 heures semaine. C'est le communautaire, là, tu es à temps plein. 45 heures minimalement. Et ensuite, je rentre chez moi. Et là, je suis en train d'écrire de mes textes de spoken word. Ou, tu sais, je travaillais beaucoup. Et à un certain moment. Je pense qu'à un certain moment, je réalisais que je ne pouvais pas continuer à faire cela. Tu sais, il y avait une période, je me rappelle, il y avait un automne, le dernier automne où j'ai travaillé à ma job. Tu sais, je travaillais du lundi au vendredi et tous les vendredis soirs, j'étais sur un Greyhound ou sur un train quelque part. C'est genre, je travaille du lundi au vendredi. Vendredi soir, je vais dans un Greyhound, je suis à Toronto, je fais une performance, je reviens, je fais ma lessive, je repars au travail le lundi. Tu sais, il y avait un automne où c'était genre, un week-end, j'étais à Burlington, le week-end ensuite, j'étais à New York, ensuite, j'étais à Toronto, ensuite, où tout l'automne s'est passé comme ça. Et c'est là que je me suis dit, mais C'est je épuisant. peux pas faire cela. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est j'ai commencé à travailler en temps partiel. Donc là, je me suis dit, j'ai commencé à travailler à temps partiel. Et entre-temps, tu sais, ben, tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que je faisais pas uniquement de l'art. Là, je faisais aussi beaucoup de travail en éducation populaire, souvent avec justement tu sais, sur l'anti-oppression, l'antiracisme, etc., avec sous des organismes communautaires ou des organismes culturels. Donc j'ai quand même, j'en fais moins maintenant, mais j'ai quand même fait ça comme freelancer, tu sais, comme travail en même temps que j'avais un, tu sais, donc c'était un peu de faire toutes ces choses jusqu'au moment où ouais, c'est complet. À ce moment, je suis genre, OK, il faut vraiment que je fasse le grand saut et que je fasse confiance à l'univers et on va Mm. voir. Ça, c'était en décembre 2018. J'ai quitté mon emploi à temps partiel. Janvier 2019, j'ai commencé l'année en me disant, OK, on y va à temps plein. Allons voir. Je me suis dit, et je suis encore dans ce processus que je m'étais dit.
C'était l'année de mes 35 ans. Et je me suis dit, mais je vais faire tout ce que je peux jusqu'à mes 40 ans. 5 ans, et ensuite, à l'âge de 40 ans, je peux réévaluer ce que je veux. Mais je me suis dit que pendant 5 ans, je vais tout donner à essayer de faire décoller cette pratique artistique pour voir si je peux vraiment gagner ma vie en faisant que ça. C'est marrant parce qu'une fois de temps en temps, je vois quand même, il y a des job postings, où je suis genre, oh, il est bien, un emploi de médiation culturelle dans un musée, je suis du genre, je déposerais bien un dossier. Ensuite, je me dis, non, pas avant mes 40 ans. Ouais. Pas avant mes 40 ans. Et là, on est vraiment rendu à la dernière question déjà. On est en janvier 2022, 3 ans après ce saut dans le vide. En termes littéraires, tu m'as déjà parlé de la traduction du livre Les Enragés. Est-ce qu'il y a d'autres projets de livres en création, en traduction, en collectif qui t'occupent dans les mois qui s'en viennent? Oui, en français spécifiquement. Il y a Homme-Femme, donc qui est mon premier recueil que j'ai publié en anglais et un peu en créole, et qui est aussi un spectacle littéraire. En fait, ce projet, c'est un projet de longue haleine. Là, maintenant, je suis en train de travailler sur une deuxième version du manuscrit, qui est une réadaptation. C'est même pas une traduction, c'est une réécriture de ce texte, de cette poétique en français. Ensuite, je développe un nouveau spectacle littéraire qui est inspiré du manuscrit en français. Et par la suite, je continue ce processus et je fais la même chose en créole. Et c'est parce que ce que je veux vraiment... La question que je me pose à travers tout ça, c'est à quoi ressemble une poétique décoloniale et queer? Et ce que j'ai envie de construire, c'est qu'il y ait 3 œuvres littéraires, 3 objets littéraires, en anglais, en français et en créole, donc dans 2 langues coloniales et 1 langue ancestrale. Et ensuite, 3 spectacles littéraires dans 2 langues coloniales qui chacune viennent avec leurs propres legs coloniaux, forcément. Donc, voilà pourquoi pour moi, c'est des recréations. C'est même pas une traduction d'une à l'autre. Et en créole. Et j'ai envie de voir à travers le tout comme corpus. Est-ce que... Pour moi, c'est une question. La poétique décoloniale, elle est où? Donc, j'essaie de vraiment... J'espère que dans quelques années, j'aurai tout ce corpus pour dire, OK, allons voir maintenant. Entre ces 3 textes littéraires et ces 3 spectacles interdisciplinaires, elle se trouve où? Comment est-ce qu'elle s'articule, cette poétique décoloniale, quand on vit dans un monde impérial, néocolonial, etc. Puis tout ça, on va pouvoir le lire et le voir dans quelques années ou dans quelques mois? J'ai pas trop c'est pas encore officiel. Tu peux ne pas dire où, mais tu peux dire... OK, je présente... Donc, le spectacle littéraire en français, je vais présenter un laboratoire de la première version de la recherche du spectacle en français à un festival très connu à Montréal qui se passe au printemps. Et donc ça, ce sera la première étape et avoir probablement le livre en 2023. D'accord. Le livre en 2023. Donc je travaille sur ça en ce moment et j'ai un autre projet, j'ai un essai en français sur lequel je travaille petit à petit. C'est très très lent, mais qui parle du Québec. Donc on va voir où ça mène. Mais ça m'occupe beaucoup mentalement, physiquement, spirituellement, intellectuellement. Ça m'occupe beaucoup en ce moment. On va terminer là-dessus. Et j'invite toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent sur Spotify et YouTube de rattraper les épisodes avec Michel-Marc Bouchard, Pascal Oulelmi, India Desjardins, Elkana Talbi, Lucie Pagé, Martin Michaud. Également de suivre la page Facebook de Comme un livre ouvert balado, mon compte sur YouTube et la page sur Spotify. Et à toi, je dis merci. Merci beaucoup. à toi. Merci pour cette invitation et C'était cette vraiment conversation. intéressant.